Je remercie les organisateurs et le comité scientifique d'avoir sélectionné ce travail sur les modèles murins de gammapathie monoclonale de signification rénale. La première partie de ce travail a constitué à réaliser des modèles murins qui produisent des chaînes d'immunoglobulines monoclonales humaines. La première partie a consisté à isoler les gènes de ces chaînes d'immunoglobulines pathogènes à partir de prélèvements de moelle osseuse de patients et à les insérer dans le locus kappa murin. Ainsi, en les insérant dans le locus kappa murin, on obtient une expression massive de chaînes d'immunoglobulines pathogènes par les cellules B et les plasmocytes murins. Cette stratégie, elle est valable aussi bien pour les chaînes légères que pour les chaînes lourdes, et du coup, on se retrouve avec des souris qui ne produisent plus de chaînes kappa murines. La deuxième problématique de ce travail était d'obtenir une production de chaînes légères libres, et pour cela, afin de mimer au mieux les MGRS, et pour cela, nous les avons croisées avec les souris dites DHLMP2A, qui présentent deux avantages. Le premier, c'est qu'elles ne produisent pas de chaînes lourdes d'immunoglobulines, et le second, c'est qu'elles ont un pourcentage de plasmocytes plus élevé que des souris normales. Du coup, on a une production uniquement de free light monoclonal. Sur ce principe, on a réalisé deux modèles murins de MGRS, un syndrome de Fanconi à chaîne légère et un syndrome de Randall à chaîne lourde tronquée, un modèle de HCDD. Concernant le modèle de Fanconi, on a inséré la séquence kappa isolée à partir d'un patient atteint de syndrome de Fanconi dans le locus kappa murin. Et chez les animaux, on a pu retrouver les lésions rénales typiques du syndrome de Fanconi à chaîne légère, avec une accumulation de chaînes légères dans les tubules proximaux. Et lorsqu'on regarde en microscopie électronique ces dépôts, on retrouve des inclusions cristallines dans les cellules tubulaires proximales. Concernant le syndrome de Randall, on a isolé la séquence de la chaîne lourde tronquée chez le patient. On a artificiellement rajouté le CH1 manquant. Le CH1 a été encadré de 2 sites LOX de manière à pouvoir le déléter à façon dans ces animaux, et ainsi d'obtenir deux types d'animaux, des animaux qui produisent des chaînes gamma entières ou des chaînes tronquées du CH1. Et on retrouve les lésions rénales typiques du HCDD uniquement chez les souris CH1-, qui produisent la chaîne tronquée et qui ont donc des dépôts glomérulaires et périvasculaires de gamma humain. On a ensuite analysé les conséquences de l'arrêt de la production des immunoglobulines. Pour le syndrome de Fanconi, suite à une néphrectomie unilatérale, on a induit la délétion de la chaîne SHUB, pathogène. Et 2 mois après, nous avons sacrifié les animaux et on voit bien qu'en absence de la production de cette chaîne, les inclusions cristallines diminuent par rapport aux animaux qui continuent de la produire. Concernant le syndrome de Randall, on a pratiqué un protocole thérapeutique à base de bortezomib et d'endoxan. On a suivi la déplétion en cellules B par cytométrie en flux dans le sang. Et on observe au bout d'1 mois de traitement que les souris traitées ont une très nette diminution des dépôts glomérulaires et périvasculaires. En conclusion, l'arrêt de la production de la chaîne pathogène suite à une thérapie ou suite à la délétion de la chaîne conduit à une régression des dépôts. Le modèle de Fanconi nous a aussi permis de mettre en évidence l'impact de la présence de la chaîne légère SHUB sur les cellules du tubule proximal. Ce travail a été fait en collaboration avec l'équipe du professeur De Voist à Zurich. Et on observe bien que dans les souris SHUB, qui développent le syndrome de Fanconi, on a une diminution de l'expression de la mégaline et de la cubiline, ce qui traduit un défaut d'endocytose dans ces animaux. Sur cette seconde partie de la diapositive, les cellules proximales tubulaires ont été mises en culture et en présence de très faibles quantités, puisqu'on est juste à 25 microgrammes par ml, de chaînes pathogènes, la chaîne SHUB, ou des chaînes contrôle, wild-type ou DEL. Et on observe avec le marqueur ZO1 une désorganisation des jonctions serrées. Et lorsqu'on regarde le marqueur zonab, on voit qu'il y a une translocation nucléaire, ce qui signifie une dédifférenciation des cellules tubulaires proximales et une répression de l'expression de la mégaline et de la cubiline.
Enfin, concernant l'amylose AL, sur le même modèle que le modèle Chubb ou le modèle de HCDD, nous avons réalisé 2 modèles, donc le modèle SAI et le modèle DEL. Et malgré des taux de free light sériques très importants, et surtout plus importants que ceux observés chez les patients correspondants, et équivalents à ceux observés chez la souris Chubb, nous n'avons pas pu à ce jour observer de dépôt amyloïde positif en rouge Congo, ce qui nous laisse malheureusement penser que les souris pourraient être résistantes à l'amylose AL. Donc en conclusion, à ce jour, nous avons produit 2 modèles murins de MGRS, des modèles de LCDD et de néphropathie à cylindre myélomateux sont en cours d'élaboration. Nous n'avons pas encore réussi à obtenir un modèle murin d'amylose AL, mais nous espérons, au travers de la formation de fibrilles amyloïdes in vitro que l'on pourra ensuite injecter à ces souris, que ces souris développeront une amylose AL comme les modèles d'amylose AA avec l'AEF. Et enfin, l'ensemble des modèles présents et futurs présente un intérêt majeur pour la compréhension de ces pathologies et l'élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce travail et je vous remercie de votre attention.